En fait, j'ai l'impression que quand c'est juste, c'est aligné, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. La vie, elle est bien faite, et puis qu'avec du recul, tout se met en place comme il se doit. Je pense vraiment que les rêves sont réalisables et qu'il faut croire en ses rêves et puis se donner les moyens aussi. Allons-y. Eh bien, écoute, bienvenue Virginie sur le podcast. Ravi de t'accueillir en direct de La Réunion. Merci beaucoup Loïc, ravie d'être ici. Alors, moi, je suis très content que tu aies pu prendre du temps pour nous parler un petit peu de ton parcours et de l'expédition Glacialis, puisque sur le podcast, j'aime bien avoir des invités qui viennent nous partager leurs histoires extraordinaires, mais aussi les projets dans lesquels ils s'investissent. Et pour le coup, l'expédition Glacialis, c'est clairement un beau projet d'envergure, en tout cas que moi je trouve vraiment, vraiment sympa. Donc j'ai hâte que tu nous en dises plus. Mais voilà, encore une fois, un grand merci pour ta disponibilité et ton temps. Et je te propose tout simplement de commencer par nous dire qui est Virginie, d'où est-ce que tu viens et ce que tu fais aujourd'hui. Alors, volontiers. Je suis suisse. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Yverdon-les-Bains. Et puis, depuis que j'ai 6 ans, en fait, je suis passionnée par la mer, le milieu marin. Je pense que ça vient de Cousteau. Ok, Et j'ai la chance, en fait, de savoir depuis toute petite que que je voulais devenir biologiste marine. Du coup, j'ai orienté mon cursus un petit peu dans cette lignée en Suisse. Donc en biologie, et puis j'étais aussi très intéressée par l'éthologie, l'étude du comportement des animaux. J'adore les animaux, l'étude de la vie, donc une filière qui me correspondait bien. Et puis donc j'ai fait mon master à Neuchâtel sur les tiques en Afrique du Sud. C'était aussi très intéressant, plus sur les parasites, mais après avoir travaillé une année à la protection des animaux, derrière un ordinateur, je me suis dit que j'avais envie de faire un petit peu de travail de terrain et puis de me lancer dans cette passion qui m'a toujours dévorée, en fait, d'aller étudier les baleines et les dauphins. Donc, je me suis organisée une année qui a duré 3 ans. Et puis, je suis allée ok. un peu partout assister des chercheurs, en fait, à Madère, à Hawaï, en Australie, en Islande, en Méditerranée. Waouh. Bref, j'ai bien voyagé et puis j'ai eu la chance de travailler avec des chercheurs très inspirants et inspirés et puis des magnifiques animaux et de découvrir un peu plus ce monde fascinant que sont les baleines et les dauphins. Et puis depuis, ça fait 8 ans maintenant, je fais ça aussi pour l'industrie où des fois je vais en mer sur les plateformes ou sur les constructions éoliennes ou faire des études d'impact. Et puis en fait, je suis à bord pour stopper les travaux si on voit des animaux ou si on entend des animaux. D'accord. Parce que des fois, les travaux en mer sont invasifs. Donc j'ai la chance de pouvoir faire des petits mandats comme ça. Et puis c'est ce mandat qui m'a emmenée à La Réunion où je suis toujours depuis 3 mois. Donc voilà, Excellent. c'est à peu près tout. Le parcours professionnel. Voilà. Super. Et donc, comment est-ce que tout ça t'a emmené vers le projet, enfin le projet, l'expédition Glacialis et en quoi est-ce que ça consiste? Alors c'est une expédition qui va se dérouler à bord d'un voilier pour aller collecter des données, notamment en Arctique, sur les mammifères marins, mais pas que, aussi sur des paramètres physico-chimiques, le phytoplancton, le microplastique, et puis le zooplancton, enfin la nourriture un peu des baleines. Et puis on s'intéressera aussi à la pollution sonore. Ok, Et puis en fait, ce projet, il est né du fait que j'ai travaillé avec beaucoup d'associations, de chercheurs dans l'industrie, et puis il y avait des choses très bien dans un petit peu tous ces domaines, des choses un petit peu moins bien. Je trouvais que ça manquait de collaboration, notamment, et puis de partage de données. Et puis en 2019, j'ai travaillé pour une association qui s'appelle Ocean Eye. C'est une association basée à Genève, en Suisse. Et puis eux, ils ont des navires participatifs qui récoltent des échantillons d'eau à l'aide d'un filet manta. Et puis on analyse ces échantillons pour trouver le microplastique. Enfin, pour voir en fait s'il y a du microplastique dans l'eau. Et puis, cette science participative m'intéressait beaucoup. J'avais envie de faire la même chose avec les mammifères marins. Donc, l'idée du projet, elle est partie un peu de cette idée-là.
Et puis à la base, enfin, j'avais envie de partir sur un navire, de la Fondation Pacifique, qui eux avaient déjà fait un tour du monde de 4 ans dans le sud. Et là, ils prévoyaient d'aller dans l'Arctique. Et puis, en discutant avec eux, c'était un peu compliqué de monter à bord, c'était un peu cher aussi. Du coup, ben, j'ai eu la chance de rencontrer de nouveau via Oceanai un capitaine qui avait un bateau et qui était très motivé à faire des projets avec son bateau. Et ça, c'est l'association qui s'appelle Atlas Expédition. Donc, cette association, c'est vraiment dans le domaine bah voilà, pour mettre en avant des projets en fournissant une plateforme. Et puis, ça peut être autant de la spéléologie, parce que le capitaine, il est très impliqué là-dedans, ainsi que le président et puis toutes les personnes qui y travaillent, ou pour des expéditions diverses et variées. Mais là, en l'occurrence, ben, on a réquisitionné le bateau pour l'expédition Glacialis, qui va durer, on l'espère, sur plusieurs années. Mais après, on verra. Là, la première année, c'est l'année pilote. Génial! Waouh! Et donc toi, ton rôle dans ce projet, si j'ai bien compris, tu es vraiment, tu la chef de projet, tu la tête pensante, l'organisatrice principale de toute l'expédition? Bah, l'idée, elle est partie de moi. Après, j'ai été vite rejoint par Mathieu, un collègue qui est français mais qui habite à Tadoussac et qui travaille avec les belugas. Laurence, une de ses amies qui travaille aussi à Tadoussac avec les belugas. Richard, que tu as interviewé, qui est aussi Oui. caméraman et biologiste. Et puis Arnaud, le capitaine. Et puis en fait, ce projet, enfin, c'est fou parce que à partir du moment où on s'est rencontré avec Arnaud, on faisait une demande de fonds. Et puis en un mois, ça a fait effet boule de neige. Et on a vraiment trouvé énormément de partenaires, énormément de personnes qui se sont impliquées dans le projet. Et puis ça a vraiment grandi exponentiellement. Enfin, l'année Corona, en fait, a été très propice pour nous. On a beaucoup travaillé sur Skype, ouais, avec vraiment beaucoup de personnes. Et puis ouais, ça a vraiment pris de l'ampleur. Et du coup, ben, de cette idée qui est partie de moi, après, c'est devenu vraiment un truc. Ouais, ça a vraiment grandi et fleuri. Donc c'est très chouette. Et toutes les personnes en fait qui sont impliquées dans ce projet, ben, elles sont très motivées, elles sont très bienveillantes. Et enfin, on a beaucoup de chance. Je suis très reconnaissante de la vie voilà, pour ce projet. Mhm. C'est chouette de voir que vous avez une équipe qui est, super internationale. En tout cas, à Tadoussac, j'avais pas vu que vous aviez des plusieurs personnes de l'équipe qui étaient basées là-bas. Tadoussac, je crois que c'est un peu mythique pour les Français. Il y a beaucoup de Français qui vont, au Québec, soit alors, pour y vivre, il y en a beaucoup qui sont installés, mais tu as aussi, c'est une destination, quand on pouvait encore voyager, qui est pas mal prisée des Français, le Québec. Et un des lieux mythiques, pour tout Français qui se respecte, qui va au Québec, c'est Tadoussac. Et c'est vrai que l'observation des baleines là-bas, ou des belugas, c'est un peu l'activité à faire. Donc, Mhm. ah bah, c'est chouette. Je savais pas qu'il y avait aussi un aspect, recherche scientifique sur place. Donc, C'est fabuleux. Franchement, pour avoir beaucoup voyagé et été à beaucoup d'endroits, Tadoussac, je pense que c'est un des meilleurs endroits au monde si tu y vas en juillet-août pour voir les baleines. En plus, t'es même pas obligé de prendre un bateau. Tu les vois vraiment depuis les rochers, depuis le bord. C'est juste magnifique. Donc, et du coup, j'en profite. Comme moi, j'avais pas fait de tourisme guidé. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer qu'est-ce qui fait que cet endroit, j'en profite, est fabuleux pour observer les baleines? Et qu'est-ce qu'il y a spécifiquement, là-bas? alors le fleuve est froid. Déjà, il est environ dans les 4 degrés. Donc c'est des espèces en fait qui vont venir se nourrir dans le fleuve. Puis il y a des phénomènes de upwelling, donc il y a des courants en fait qui remontent. Ça brasse beaucoup de nutriments et puis ça attire beaucoup de nourriture. Et du coup, en D'accord. juillet-août, il y a beaucoup de baleines en fait qui viennent s'alimenter dans le fleuve. Les belugas qui redescendent aussi, qui donnent aussi naissance dans le fleuve. Et puis c'est vraiment un endroit où bah, il y a beaucoup d'espèces qui se mélangent, des baleines à bosse, des baleines bleues, des rorquals communs, donc c'est aussi des très grosses baleines. Il y a plusieurs, bah, il y a des belugas, il y a des petits marsouins, il y a aussi des phoques. Enfin, c'est vraiment très très riche et c'est Mmh. vraiment, euh,
Ouais, il y a même justement Eubalaenia glacialis, la baleine qui est en danger d'extinction, qui était en fait l'année passée dans le fleuve et Mathieu nous a fait une très belle vidéo de cette baleine. Donc, c'est vraiment un fleuve ouais, très important pour les baleines, qui est aussi pas mal pollué. Pardon, tu disais pas mal pollué? Oui, parce qu'il y a pas mal d'industries qui rejettent en fait leurs eaux dedans. Et puis c'est un petit peu le problème des belugas justement. Il y a pas mal d'études toxicologiques en fait sur les belugas, sur leur reproduction aussi, dû aux fleuves qui polluent en fait, enfin aux industries qui polluent les fleuves. Mm. Ouais. D'accord, bon. Bah, bon à savoir. Merci pour ces infos. Comme ça, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui se rendent à Tadoussac, ils sauront ça. En tout cas, ouais, sur ce que tu disais, le fait que c'est l'endroit rêvé pour observer des espèces, c'est vrai que moi, c'est peut-être les meilleurs souvenirs que j'ai du Canada. Puis après, je ferme la parenthèse de Tadoussac. Mais lever de soleil avec vue sur sur le Saint-Laurent et les baleines dans le petit matin et les geysers, c'était absolument Mm. incroyable. Alors, si on rentre peut-être un peu dans le détail de l'expédition, Oui. pour que les gens se rendent compte, qu'est-ce que, d'un point de vue logistique, peut-être pour commencer là-dessus, euh, c'est quoi les grandes caractéristiques du projet? Combien de temps vous prévoyez? Avec combien de membres d'équipage? Le voilier, il se présente comment? Enfin, si tu peux nous commencer à nous faire un petit peu embarquer, tu vois, sur la réalité de l'expédition, à quoi est-ce que ça va ressembler? Alors c'est un voilier à 2 mâts qui fait 43 feet ou 12 mètres 70. Il est vraiment conçu pour aller dans les glaces dans le nord. Il est robuste, il est en acier. Et puis, sa capacité à bord, c'est pour maximum 6 personnes, mais pour être confortable et quand même un petit peu serré, on sera 4. Ok, Euh, Là, une partie de l'équipe est déjà sur place. Donc, il y a le capitaine et puis Mathieu et Laurence, donc les Canadiens, qui sont aux Açores, à Santa Maria. Là, ils sont en train de peaufiner les derniers travaux sur le bateau. On va installer un désalinisateur, une éolienne, des choses qu'on a pu acheter grâce au financement participatif. D'ailleurs, merci à ceux qui nous écoutent, qui ont participé. génial. Et puis, donc, ils vont installer ça. Moi, je vais les rejoindre mi-mai. Et puis là, on va commencer en fait à tester nos protocoles, à collecter des données sur les baleines qu'on va rencontrer. On va faire des photos pour faire de la photo-identification, donc prendre des queues de baleines en photo ou des dorsales de dauphins. On va également faire des images avec des drones vus du dessus pour mesurer l'état de santé des individus et puis voir aussi combien ils sont. Enfin, avec les drones, de nos jours, on arrive à faire beaucoup de choses. Peut-être même qu'on prélèvera un peu d'ADN dans le souffle des baleines. On verra si on y arrive. Et puis, Waouh, mais comment tu fais ça avec le drone? en fait, tu mets une boîte de pétri, donc une petite boîte ronde ouverte que tu scotches Ouais. avec des scratchs. Et puis après, il faut se coordonner pour dès que la baleine fait surface, aller vraiment dans son souffle avec le drone. Et puis, on peut savoir beaucoup de choses sur l'état de santé de la baleine, sur le stress, sur le sexe aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations. Et puis, c'est une méthode vraiment non invasive, en fait. Enfin, Ouais. peu dérangeante, en fait, pour l'animal. Il a un peu le bruit comme un petit hélicoptère qui vole au-dessus de lui, mais sinon, c'est quand même très peu invasif. Et puis, on peut savoir pas mal des parasites aussi. Enfin, s'il est parasité ou s'il y a des virus ou des bactéries. Donc, on peut savoir beaucoup de choses en fait dans le souffle des baleines grâce au drone. Donc, on va essayer de faire ça aussi. Mais certaines Excellent. baleines sont très rapides et puis on est en voilier, donc on verra. On verra. Ouais. Ouais. Et puis donc ça, après on aura des systèmes acoustiques. Donc là, la logistique, ils sont en train d'arriver. On en avait un qui était stoppé à la douane là aujourd'hui, donc des frais de douane très élevés aussi. Ça, c'est les petites surprises du Ah, métier qui font pas toujours plaisir. Et puis donc voilà, on aura les systèmes acoustiques donc pour enregistrer la pollution sonore et puis les vocalisations des animaux. Et puis nous, ce qu'on aimerait bien, c'est voir l'animal, l'enregistrer pour dire ben voilà, ça c'est telle espèce. Et puis aider en fait à en savoir un peu plus sur les espèces.
Et puis, nous collecterons également le microplastique avec un filet manta, le phytoplancton avec un autre filet, le zooplancton avec un bongonette. Donc en fait, on va collecter beaucoup de choses. On a prévu de faire plein de choses. On va faire de l'ADN environnemental aussi. Donc prendre de l'eau, la filtrer et puis regarder les espèces qui sont présentes d'un point de vue génétique. Donc voilà, on a prévu plein de choses de côté scientifique, mais on a aussi envie de faire vivre cette expédition aux gens. Et puis c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir un capitaine qui est photographe professionnel, Arnaud, et puis d'avoir Richard Merdens qui nous rejoint, puis lui qui est biologiste et puis qui s'est un peu spécialisé justement dans la caméra. Puis l'idée, c'est de faire des Mhm. petites capsules vidéo et puis de documenter un petit peu tous ces trucs scientifiques qu'on va faire parce qu'on aimerait bien que ce soit reproductible pour le plus grand nombre. Et puis aussi montrer la vie à bord, les joies, les peines, et puis, et puis un peu tout ça. J'allais dire, ben, normalement, mi-juin, une fois qu'on a un petit peu testé tout ça aux Açores, ben, on se dirige pour le Groenland. Et puis c'est 14 jours de mer. Et une fois arrivé au Groenland, bah là, on va tourner un petit peu dans la mer de Baffin. Et on devrait revenir fin août, début septembre, mi-septembre aux Açores, normalement. À moins qu'on s'arrête D'accord. ailleurs. Ouais. Cool. Alors, petite question peut-être sur la partie études scientifiques. Je suis Oui. curieux de savoir comment vous gérez les données du coup. Est-ce que vous gardez tout avec vous à bord enfin, est-ce que vous gardez tous les échantillons et vous faites les analyses une fois revenus? Ou est-ce que ça se fait en continu et vous partagez tout de suite les données avec, je sais pas, des regroupements d'instituts ou est-ce que tout devient tout de suite public ou pas nécessairement? Alors, pour tout ce qui est observation de mammifères marins, d'oiseaux, de phoques, on a prévu de faire ça plus ou moins en temps réel. Après, ça dépendra de la connexion, du travail Ouais. qu'il y a à faire dans la journée et tout ça, mais je dirais qu'à plus ou moins 2, 3 jours, on a prévu en fait de mettre ça en ligne sur notre site web. On a fait une carte et puis du coup, les gens pourront voir au fur et à mesure les espèces qu'on a vues et puis cliquer dessus des fois s'il y aura des photos ou des articles. Et puis on a prévu en fait que toutes les photos justement utiles à cette photo-identification, donc pour savoir de quel animal il s'agit et puis peut-être le retrouver dans le monde, ben ça on va mettre ça sur un serveur, un programme qui s'appelle Flukebook. Tout le monde peut faire un compte sur ce programme. Et puis ça permet en fait aux gens de mettre en fait leurs photos de baleines. Et puis quand il y a deux baleines qui se ressemblent par intelligence artificielle, ça va les matcher. Et du coup, on pourra savoir que Ah. telle baleine a été vue à Miami et puis telle autre a été vue en Antarctique et puis c'est la même. Et puis voilà, comme ça on peut savoir où elles vont. Parce qu'on en sait, mine de rien, très peu sur ces animaux. Et puis, dans la science, bah, beaucoup gardent leurs données. Donc, des fois, des baleines, enfin, qu'on voit tout le temps à certains endroits, bah, on ne le sait pas parce que les gens ne partagent pas leurs données. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager ces données comme ça. Donc, ça, Hmm. pour ces données, ça sera plus ou moins rapide. On va essayer de faire ça régulièrement, voire par semaine. Par contre, pour tout ce qui est échantillonnage d'eau, de phytoplancton, de zooplancton et de microplastiques, à bord d'un voilier, c'est chaud quand même parce que la Ouais. mer n'est pas toujours calme. Regarder à travers un microscope, les contaminations, les trucs comme ça. Donc ça, on peut pas faire sur le bateau, c'est trop petit. On a un trop petit bateau pour ça. Donc ça, on va garder les échantillons et puis on va les envoyer dès qu'on peut à nos différents partenaires. D'accord. Et puis pour l'acoustique, je pense que ça sera analysé aussi sur la fin parce que c'est quand même un peu plus long aussi à faire. Mais on verra. Peut-être qu'on fera ça aussi pendant le voyage. Mhm. Alors sur l'acoustique, c'est intéressant ce que tu dis parce que, alors j'ai pas du tout de background scientifique, donc j'ai du mal à me rendre compte, mais il y a de la pollution, sonore dans des environnements aussi isolés que, la mer de Baffin, Alors oui, ou les mers du Nord en général? oui, il y en a partout de la pollution sonore, hein. Nous, on va en produire aussi dès qu'on mettra notre moteur. Oui. Et puis, bah ouais, cet article, c'est aussi un environnement qui est de plus en plus prisé.
Et puis l'idée, en fait, d'aller là-bas, c'est aussi pour faire une petite étude avant, en fait, que toutes ces routes de navigation s'ouvrent. Parce qu'une fois que les glaces auront fondu, on prévoit que ça sera pour 2030 en été, ben, les bateaux, les cargos gagneront 2 semaines à passer par le canal du Nord-Ouest. Du coup, c'est pas négligeable et je pense qu'il y aura de plus en plus de trafic. Il y a aussi beaucoup de ressources en gaz et en pétrole là-bas. Donc, je pense Ah qu'à un ah. moment donné, si, voilà, s'il y a des permissions qui se font, ben, ça va aussi créer beaucoup de bruit. Le milieu polaire est un milieu aussi où le son il se diffuse différemment, où tout d'un coup, s'il y a aussi des fuites de pétrole ou de gaz, c'est aussi, ça réagit différemment. Et puis, euh, et puis oui, les espèces, maintenant, vu que c'est avec le réchauffement climatique, tout change en fait. Les espèces migrent, se déplacent, se rapprochent des fois des côtes ou pas. Les phoques peuvent plus mettre bas sur la banquise, donc ils doivent trouver d'autres endroits. Enfin, c'est vraiment un. Je pense que dans les 10 prochaines années, c'est vraiment un environnement qui va changer vraiment drastiquement. Pour le meilleur ou pour le pire, je sais pas, mais c'est intéressant justement Hmm. de prendre des échantillonnages bah, de sons pour voir. Parce que par exemple, il y a des mers comme la Méditerranée où là, le trafic est terrible entre les ferries, les bateaux de plaisance, et on a vu d'ailleurs avec le coronavirus qu'il y a eu une réduction incroyable en fait du bruit sonore grâce à l'arrêt un peu de beaucoup de bateaux. Donc c'est intéressant aussi de voir ouais, comment Hmm. on interagit avec ces espèces et puis mm. Ouais, j'avais pas forcément pensé, mais c'est vrai que le passage du Nord-Ouest, s'il devient praticable, effectivement, l'impact sera assez important. Alors, pour celles et ceux, je sais pas si tout le monde est familier, mais tu me corriges si je dis une bêtise, hein, mais je crois que c'est, euh, pour le décrire rapidement, le passage du Nord-Ouest, en fait, c'est un passage qui est au-dessus en fait, qui part du Canada, de la pointe, enfin de l'est du Canada, on va dire. En gros, qui part de l'océan Atlantique jusqu'au Mhm. Pacifique, en passant par l'océan Arctique. Donc, c'est au-dessus du Canada. Et avant, c'était extrêmement rare de pouvoir le passer parce qu'il y a des glaces tout le temps. Et en Ouais, fait, avec le réchauffement climatique, la période pendant laquelle ce passage est navigable est de plus en plus importante. Donc, ça évite aux bateaux de passer par Panama. C'est ça, hein, quand tu parlais des 2 semaines ouais, oui, ouais, d'économiser, c'est par rapport à ça. Hein. ouais. Mhm. Ouais, donc c'est clair que là, en termes de pollution acoustique, ça pourrait ça pourrait faire un gros changement. Ouais. Ouais, ouais, et c'est vraiment un environnement où il y a énormément de biodiversité aussi, et puis c'est des espèces qui n'ont pas l'habitude d'avoir trop de dérangements. Enfin, c'est comme l'Antarctique, quoi. C'est encore des lieux quand même sauvages et préservés, même si l'Arctique c'est Hmm. quand même plus habité. Ouais. Donc c'est Bon, à mon humble avis, plus ça peut rester comme ça, mieux c'est. Mais après, voilà. ouais. Ouais. Bon, en tout cas, je suis sûr, et puis c'est cool de voir qu'il y a des projets qui se montent comme Expédition Glacialis pour faire le point sur où est-ce qu'on en est maintenant et peut-être permettre, si jamais effectivement ça devient un peu critique, d'agir. Mhm. Nous, on est un petit peu une goutte d'eau dans l'océan, mais après, si plein de petites gouttes d'eau s'y mettent, Exactement, ouais. exactement. Mmh. Cool. Bah, écoute, merci pour les précisions sur l'aspect, recherche, c'est super intéressant. Je me posais la question et comme tu disais, le bateau est pas non plus énorme, donc je me ouais, j'étais curieux de savoir si vous aviez des labos, embarqués ou comment vous alliez faire pour les échantillons, mais effectivement, ça fait sens, Ouais, comme ouais. tu dis, que vous analysez tout ça au retour. Mmh. Non, là, ça c'est un peu trop petit pour ça. Après, Ouais. pour tout ce qui est photo et ordinateur, ça c'est bon. Et alors une autre question qui me vient, c'est comment est-ce que vous vous préparez? Je ne sais pas si vous vous connaissez tous très bien, si vous avez déjà fait des expéditions ou en tout cas des projets sur lesquels vous avez vécu, somme toute, un bateau comme tu le décris de 6 personnes max. C'est pas non plus, le grand confort avec chacun sa cabine et une zone, bronzage à l'avant pour se détendre. Donc, Mmh. comment vous vous préparez à cette partie un peu plus humaine, on va dire, de l'expédition? Ouais, bah, justement, je pense que la promiscuité, elle sera forte. Ouais. Après, on se connaît, mais on se connaît certains, on s'est jamais vus en vrai. On s'est vus par Skype ou en live ou comme ça.
Après, je pense qu'on cerne quand même les caractères de chacun. Je pense qu'on se complète bien. Mais après, ça reste autant une aventure scientifique qu'artistique, avant tout une aventure humaine. Et puis, bah, c'est clair qu'il y aura des moments un peu plus chauds que d'autres. C'est un petit peu forcé, mais je sais pas, pour avoir travaillé sur beaucoup de bateaux, je pense que c'est aussi un état d'esprit. Et je pense qu'on a tous un esprit ouvert, on est assez tolérants et bienveillants les uns envers les autres. Je me fais pas énormément de soucis là-dessus. Peut-être que je devrais, on verra, l'avenir nous dira. Mais non, mais je pense que ça devrait bien se passer. Après, c'est vrai que ben on n'a pas de cabine qui se ferme vraiment, à part à l'avant où tu as les toilettes et tu as une cabine plus ou moins double. Mais sinon, ouais, je pense que l'intimité, on l'aura quand on fera nos quarts de nuit et puis en regardant la mer, parce que notre grand travail, ça va être de regarder la mer quasiment tout le temps hein, pour voir s'il y Mmh. a des animaux. Et puis quand on regarde la mer, moi je trouve que c'est très méditatif aussi. On est chacun enfin, de son côté du bateau, soit avec de la musique, soit en discutant. Donc on arrive quand même à se faire une petite bulle parmi Ouais. cette bulle que forme le bateau aussi. Mais c'est vrai que ouais, ça va être. Puis là, bah tu vois, les Canadiens, ils apprennent à découvrir Arnaud, le capitaine, parce qu'ils l'avaient vu que par Skype. Et puis là, ça fait une semaine qu'ils sont arrivés, donc ils ont découvert le bateau et le capitaine en même temps. Moi, j'avais passé 3 mois sur le bateau de septembre à décembre. Et puis je Ah connaissais oui, pas. donc tu connais, t'es familière du bateau quand même déjà, toi. Voilà, maintenant, moi, je suis familière du bateau. Et puis, ouais. Donc, non, c'est chouette, mais c'est vraiment une aventure sur tous les plans, quoi. Ouais. Ouais, Mm. cool. Oh là là, ça fait rêver. Et justement, puisque bah, on commence un petit peu à rentrer dans le détail vraiment de l'expé, toi, en tant que, bah, que chef d'expédition, hem, tu dirais que ton rôle, en quoi est-ce que ton rôle est un petit peu différent des autres? Ben, moi, je coordonne un peu le tout. Donc, je connais toutes les personnes qui sont impliquées dans l'expédition. C'est souvent moi qui prends contact avec les gens. Et puis, du coup, bah, je fais un peu, je délègue. Je fais un peu là. Donc, ouais, enfin, je suis un peu au courant de tout ce qui se passe. Et puis, c'est un peu par moi qu'on passe quand il y a des questions ou des choses comme ça. Et puis, je suis un peu plus l'aspect relationnel peut-être aussi. Ouais, Ouais. par Ah, exemple, faire les podcasts ou ce genre de choses. voilà. Ouais. Les autres, ils sont timides aussi. Et par curiosité, l'équipe complète, est-ce que vous avez des gens qui sont dans l'équipe mais qui seront pas sur le bateau? Ou l'expédition Glacialis, l'équipe, c'est l'équipage? Alors, c'est beaucoup de monde en fait, parce que l'équipage en soi de base, ben, on était Mathieu, Laurence du Québec, Richard du Québec, mais belge, et puis Arnaud et moi. Donc là, on était les 5. Et puis au final, Mathieu et Laurence ne restent pas, ils font 2 mois et ils repartent faire l'été avec les belugas. Et là, D'accord. nous aurons Mathieu, un Américain qu'on a rencontré l'année passée. Matthew Ryle, qu'on a rencontré l'année passée aux Açores, qui nous a beaucoup aidé pour des demandes de fonds avec son magnifique anglais. Et puis c'est aussi un scientifique, et puis qui a aussi tout quitté pour partir voyager. Donc c'est chouette. Richard devait venir à la base pour moins longtemps, pour un mois aux Açores et un mois au Groenland. Mais avec les dispositions Covid, ben, au final, enfin, il semblerait que les gens ne peuvent pas atterrir au Groenland. Donc, on est Mmh. obligé de partir depuis les Açores. Donc, là, nous allons partir avec Mathieu, Arnaud et Richard pour le Groenland. Donc, ça, c'est l'équipe terrain. Mais on a encore Alex et Marion qui, eux, nous aident pour tout ce qui est logistique, pour ce qui concerne un peu plus les Inuits, la biodiversité. Et puis, c'est avec eux, ainsi que Angie et Alex, qui eux nous ont fait les traducteurs et puis nous ont conseillé aussi. Donc là, ça, c'est un peu l'équipe avec laquelle on Skype régulièrement, on se fait
des updates réguliers, puis ben, qui participent à faire les demandes de fonds, les projets, à écrire des mails, à faire des petites news, enfin voilà. Donc ça, c'est l'équipe de terrain, quelque part. Ouais. Et puis alors après, à ça, on rajoute bah, tous les membres d'Atlas Expédition, l'association à Arnaud, le président, le coprésident, qui se sont tous investis à un moment donné ou l'autre sur le bateau, et là qui nous aident beaucoup pour l'expédition Glacialis. Moi, je fais aussi partie de la Swiss Cetacean Society. C'est une société suisse d'études des cétacés qui est basée à Lausanne. On est tous bénévoles dedans et puis ils m'ont aussi bien aidé pour le projet. Et puis à cela s'ajoutent plus d'une cinquantaine de partenaires en fait qui nous fournissent du matériel, des conseils, qui vont nous aider à analyser les données. Donc au final, bah, y a ça. Plus encore maintenant toute la communauté, plus tous les gens qui nous ont aidés et donné un peu d'argent pour nous aider à partir parce qu'il nous manquait 30 000 francs. Et puis au final, on a soulevé 40 000 francs, donc c'est génial. Donc Ah ouais. non, au final, c'est vraiment une histoire qui grandit, et il y a vraiment beaucoup de gens impliqués, et c'est chouette, quoi. Et tous les jours, moi je reçois des mails géniaux. Là, j'ai encore discuté avec un garçon qui s'appelle Wilfried aujourd'hui, et puis qui sont intéressés à développer tout un truc d'intelligence artificielle, de stockage des données, tout ça, pour un projet un peu bootcamp en France. Donc c'est chouette, à chaque fois on a des nouvelles idées qui se rajoutent et puis des nouveaux partenariats. C'est hyper riche, c'est très chouette, vraiment. Mm. C'est génial. En Mm. tout cas, c'est super intéressant d'entendre que hem, il y a la partie qu'on voit, c'est-à-dire vous, les 5 membres d'équipage qui allez partir et être vraiment sur le terrain, mais qu'en fait derrière, il y a toute une énorme équipe, qui a permis que le projet prenne vie et je trouve que c'est Exactement. intéressant parce que c'est Ouais. vrai que souvent on voit, tu vois, on voit la partie visible, la partie, Mhm. ouais, la partie visible de l'iceberg, mais il y a souvent bien plus que ça. Mhm. Non, non, c'est clair, là, c'est vraiment. Et en fait, moi, c'est vraiment ce que je voulais pour ce projet, c'est que ce soit un projet participatif. Et puis Ouais, j'espère que ce qu'on va faire là, ben, ça sera vraiment reproductible par le plus grand nombre. Et puis que des marins ou des passionnés puissent reprendre en fait ce qu'on va faire pour aider en fait à collecter des données et puis à savoir le plus possible de choses sur les milieux et l'environnement qu'on fréquente en fait. Ouais. Mhm. ouais. Et peut-être pour qu'on se rende compte un petit peu d'un point de vue budget de ce que ça représente un projet de cette envergure, vous aviez besoin de combien pour prendre le départ et combien est-ce que vous avez réussi à trouver, au final? En fait, on a fait pas mal de demandes de fonds, puis on estimait pour la première année quelque chose comme 200 000 francs. Ça, en étant Donc ça défrayé. fait 160 000 € Soixante mille pour ceux euros. qui sont pas en Suisse. En étant défrayé. Et puis au final, ben, on a récolté le 70% avec des partenariats. On a eu la chance que Arnaud, ben, le propriétaire du bateau et de Atlas Expédition, nous fasse pas payer en fait le bateau et puis nous l'offre D'accord. très généreusement. Donc ça a fait un gros coup bah, qu'on n'avait pas à payer en fait. Et puis on nous a prêté du matériel scientifique, on nous a sponsorisé aussi pour des produits de cosmétiques ou pour nous aider des produits éthiques, des produits scientifiques avec Pellicase. Enfin, on a eu pas mal de partenariats, des choses comme ça. Et puis en fait là pour partir, il nous manquait vraiment 30 000 francs pour bah, tout ce qui était essentiel, le matériel de sécurité, de communication pour la haute mer. Après tout ce qui est enfin, essence, matériel scientifique, il nous manquait, des hydrophones. Oui. Enfin, c'était vraiment 30 000 francs, c'était le minimum pour que ça joue. Et puis, ouais. Et puis avec le double, ben, on aurait pu se défrayer un peu, parce que là, on est tous bénévoles. C'est un peu peut-être mon seul regret, parce on a mis beaucoup d'efforts là-dedans, aussi beaucoup d'efforts dans les demandes de fonds. Puis je pense qu'on avait un projet intéressant, mais oui, à chaque fois, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Ouais. Et puis avec cette situation un peu particulière du coronavirus, je pense que ça va aider. Donc voilà, mais
On espère que l'année prochaine, ça sera un petit peu plus. On pourra se défrayer en tout cas. Mais après, voilà. L'essentiel est qu'on puisse partir et puis qu'on puisse réaliser les objectifs qu'on s'est fixés, quoi. Mhm. Ouais, super. Alors, j'ai dit une bêtise, 200 000 francs, c'est 180, c'est 10% moins, 180 000 euros, donc c'est quand même un énorme budget. Mm. Bah, bravo d'avoir réussi à lever tout ça, même si vous ne pouvez pas encore vous défrayer, mais Ouais. je suis sûr qu'avec la visibilité que vous allez avoir, avec toute la super communication, les belles photos d'Arnaud, Ouais. peut-être le podcast aussi, Mhm. ça va contribuer pour les années suivantes à ce que l'aventure continue. Ouais, ça serait chouette. Ouais. Mhm. On verra bien. On Génial. s'est dit, voilà, Ouais. année pilote, on verra bien. Peut-être dernière question sur les données. Donc tu nous as parlé des photos qui là, partiront dans une base de données, si j'ai bien compris, qui est accessible à n'importe qui. Oui. Mais vous avez des partenariats, enfin vous faites aussi de la recherche pour des instituts, spécifiques, je pense, tu vois? À un invité qu'on a eu, Gilles Denis, qui fait des relevés de données pour, je crois que c'est l'Institut royal belge, de climatologie ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, il fait des relevés de données, en fait, pour plein d'instituts différents. C'est aussi Mhm. votre approche? C'est quelque chose, que vous allez faire? Oui, alors ben, par exemple, pour le phytoplancton, on va travailler avec une chercheuse qui s'appelle Alison Cusick et qui travaille en Antarctique, elle. Elle est intéressée à OK. avoir des données sur l'Arctique. Elle fait partie d'un collectif, c'est Citizen Polar Science. Et puis là, il y a aussi plein de choses en fait que les bateaux peuvent faire pour aider la science. Donc ça peut être autant la couverture nuageuse avec la NASA que regarder la visibilité dans l'eau, que collecter des données sur les oiseaux, les mammifères marins. Donc ça, c'est un collectif aussi dans lequel on va donner nos données. On va travailler avec Ghost Gear Initiative aussi. Eux, c'est pour le plastique, les déchets flottants en mer, notamment les filets dérivants. Donc en fait, c'est une Mmh. application que tout le monde peut télécharger. Et puis, ben, dès qu'on voit un déchet, on donne la coordonnée GPS. On n'est pas obligé de le récupérer parce que des fois, dans les mers, c'est vraiment impressionnant. En fait, tout ce qu'il y a, on peut pas en fait récupérer tout ce qui s'y trouve. Mais donc ça, c'est tout en fait, des plateformes accessibles à tous où les données sont accessibles au plus grand nombre. Pour l'acoustique, ça va être mis justement sur une carte interactive également. Les vocalisations et les pollutions marines vont être comparées avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est avec Lab de l'Université de Barcelone de bioacoustique, Michel André qui est aux commandes de ça. Et puis OceanEye, ils ont également une carte interactive de microplastiques dans le monde entier. Ils sont très intéressés par l'Arctique parce qu'il y a très peu de données. Donc on va alimenter leur carte virtuelle. Et puis l'idée, ben, c'est aussi de mettre vraiment toutes ces recherches, ouais, de réunir en fait toutes ces données à un endroit pour qu'elles soient accessibles à tous. Et puis, ouais. Donc on essaye, on espère que ça va jouer. Super. C'est intéressant de voir que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, tu parlais, d'expéditions participatives, que c'était important pour toi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est, dans la communauté scientifique, c'est un peu le mode de fonctionnement par défaut. C'est-à-dire que vous partagez, les données, le projet de l'un sert, le projet de l'autre qui vient alimenter des données, accessibles à tous. Enfin, c'est intéressant de voir, l'approche vraiment, désintéressée que vous semblez avoir. Alors, je fais peut-être une grosse généralité, mais c'est l'impression que ça donne. Oui, ben, je pense que c'est vraiment, moi je pense que ce qui est le plus important dans le monde, c'est la nature. Et puis, bien trop souvent, on lui donne pas sa place. Et puis, pour moi, la nature, les animaux n'ont pas de prix. Et c'est ça qui doit primer, en fait. Et je pense que d'où cette envie de collaboration, en fait, et d'open source, et de ne pas voir le profit directement, mais juste enfin, la connaissance, en fait, est comme Ouais. pour aider au mieux. Donc voilà. Après,
il me manque un petit peu ce côté financier peut-être. Mais voilà, après, voilà, on fait les choses par passion, avec le cœur, et puis pour moi, c'est ce qui est le plus important, mais ouais. Mhm. Ouais, c'est un beau message. Super. Bah écoute, moi, il y a une dernière question que j'aurais envie de te poser sur l'expédition. C'est de quoi est-ce que toi, tu as hâte plus particulièrement? Bah, j'ai hâte d'être à bord et d'être dans le concret parce que c'est vrai que là, ça fait 8 mois, 9 mois que c'est beaucoup d'administratif, de gestion, de stress pas mal aussi, mais pas vraiment de terrain. Et moi, l'ordinateur, bah, ça va, mais ce que j'aime, c'est le terrain aussi. Donc, moi, je me réjouis juste d'être sur le bateau, de regarder la mer et de voir des baleines. Je crois que c'est voilà, d'être avec l'équipe. Là, ça m'a ému, en fait, de voir Arnaud avec Mathieu et Laurence, parce que bah, déjà, ils se rencontraient pour la première fois. Et puis, c'est là le projet qui prend forme vraiment. Donc, Ouais. non, je me réjouis de les rejoindre et puis d'être dans le concret vraiment et d'être dans l'action et dans la nature, sur l'océan. Ouais, naviguer. Mm. Waouh. Bah écoute, tu penseras à nous, tous celles et ceux qui restent derrière dans leurs appartements quand tu seras en train de profiter des grands espaces. En tout cas, ça fait vraiment rêver. On sent l'énergie quand on parle. Donc, Mm. c'est entraînant. Ouais. Super, bah écoute, peut-être le mot de la fin, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec les auditeurs, les auditrices, par rapport au projet ou par rapport à ce que toi tu as appris de la façon dont tu as mené Expédition Glacialis, je vais y arriver, Glacialis, jusqu'à aujourd'hui? Bah, en fait, j'ai l'impression que quand c'est juste, c'est aligné, et que bah, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Des fois, on est un peu frustré, on aimerait que ça se fasse avec telle ou telle personne, et au final, ça marche pas. Mais en fin de compte, on se rend compte que bah, la vie, elle est bien faite, et puis qu'avec du recul, ben, tout se met en place comme il se doit. Et puis ouais, moi, enfin, je pense vraiment que les rêves sont réalisables et qu'il faut croire en ses rêves et puis il faut se donner les moyens aussi. Et, euh, et ouais, je pense que voilà, faut suivre son cœur et ses joies. Et puis quand on fait ça, ben, on peut faire de belles choses, rencontrer des belles personnes. Et puis après, tout se met en place en fait. Donc j'inciterai tout le monde à vraiment suivre son cœur et ses joies ouais, pour réaliser ben, des projets, des grands ou des petits, mais ouais, voilà, Ouais. des projets qui vibrent, quoi. Mhm. Waouh, quel beau message en tout cas. Tu viens de nous partager un bel exemple de ce que ça peut donner quand on suit ses rêves et qu'on s'en donne les moyens. Donc, même si, bon voilà, vous tu pas encore pris le départ, mais c'est un super belle aventure, que tu as partagée avec nous et j'ai hâte de pouvoir suivre, tout ça, bah, avec toute la communauté qui est autour de vous. Donc je Ouais, mettrai, en description de l'épisode, tous les liens vers les différentes plateformes qu'on pourra utiliser pour voir où est-ce que vous en êtes, consulter les photos d'Arnaud. Alors moi j'ai particulièrement hâte de voir les photos. Je ne sais pas si l'idée c'est d'en poster super régulièrement, mais je me dis que ça peut être juste incroyable de vous suivre quasiment en temps réel. En tout cas, ouais, ouais, tu m'as bien fait rêver et j'ai hâte de voir ça. tant mieux. Et je pense vraiment que l'art, c'est très important et c'est vraiment ce qui touche les gens aussi. Donc, c'est vraiment un côté que j'ai très à cœur dans ce projet. C'est vraiment le côté artistique. Et, ouais. Mmh. Et je pense que c'est ouais, une image vaut mille mots. Et ouais, donc on va mettre l'accent là-dessus, ça c'est sûr. Donc on essaiera aussi d'être régulier dans ce qu'on poste. Et, ouais, pour vous faire Génial. voyager avec nous. Ouais, Génial. Bah, écoute, merci beaucoup, Virginie, d'avoir pris le temps de venir partager, ton parcours et l'expédition Glacialis. D'ici à ce que l'épisode sorte, je pense que, ouais, il y a de fortes chances que le départ ait déjà eu lieu. Donc, je te souhaite, j'en profite maintenant, comme je suis un petit peu en avance par rapport à toutes celles et ceux qui écouteront la conversation, pour, croiser les doigts pour que tout se passe sans anicroche, que, vous preniez du plaisir à vous lancer dans l'expédition, que ça devienne, enfin concret comme tu disais. Et je te remercie une fois de plus pour ton temps, ta disponibilité et pour nous avoir, ouvert les portes de ce très beau projet de recherche scientifique.
Merci beaucoup Loïc, c'était un plaisir. Et puis, belle suite à toi et félicitations pour Merci. ces jolies interviews. Merci Virginie. À bientôt. À bientôt.